Bonjour à tous pour ce 5e épisode de ces films que vous ne verrez jamais. Et oui, ça fait quelques temps que je n'étais pas revenu sur ce concept plutôt plaisant à faire. Le dernier en date, l'épisode spécial jeux vidéo étant sorti il y a quelques mois déjà, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de s'y remettre, de ressortir les vieux dossiers et faire fantasmer les cinéphiles en herbe pour notre plus grand malheur. Comme à mon habitude, j'ai réussi à trouver 3 projets très excitants sur le papier, certains plus avancés que d'autres, qui, par de nombreux problèmes habituels ou non, ne se sont pas faits, destinés à rester cloîtrés sur une étagère avant que quelqu'un vienne les déterrer ou pas, voir certains projets qui se sont concrétisés mais pas de la façon qu'on attendait. Vous êtes prêts? C'est parti pour ces films que vous ne verrez jamais, ou presque, épisode 5. Numéro 1, The Shadow Company par John Carpenter. Le réalisateur de Halloween et de The Thing qui se met au film de zombies. Il y a 30 ans, on aurait tous signé pour voir ça. Après l'échec critique et commercial de son désormais culte Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, John Carpenter est lassé des gros studios et préfère revenir à des productions à petit budget mais dont il bénéficiera d'une liberté créative totale. C'est ainsi que sortiront coup sur coup Prince des Ténèbres en 1987 et Invasion de Los Angeles en 1988. Si le premier se veut un film d'horreur questionnant notre rapport à la religion et sur la véracité d'un anti-dieu, Invasion de Los Angeles est un film de SF où, cachés parmi nous, des extraterrestres tentent de soumettre le peuple par messages subliminaux pour nous maintenir en esclavage. Après ses succès d'estime très réussis, John Carpenter fait la rencontre d'un certain Shane Black qui, après avoir travaillé sur le Predator de John McTiernan, a ressuscité les monstres de la Universal avec Fred Decker sur le génial The Monster Squad. Il lui soumet un scénario qu'il a écrit plus jeune, mixant horreur et action, intitulé The Shadow Company. Accompagné à la production du légendaire réalisateur des Guerriers de la Nuit et de 48 heures, Walter Hill. Bref, pour l'instant, le projet composé d'un nombre conséquent de talents fait son petit bonhomme de chemin. Et pour ne rien arranger sur la montée de la hype, John Carpenter veut donner le rôle principal à son acteur fétiche et ami de longue date, Kurt Russell. L'histoire narrant la découverte de dépouilles 20 ans après la guerre du Vietnam, 2 soldats américains venant d'une élite spéciale nommée The Shadow Company, la compagnie des ombres, une troupe de soldats qui aurait servi d'expérience au gouvernement. Ils se font rapatrier aux États-Unis dans la petite ville de Merritt en Californie pour y être enterrés. Ensuite, Jake Polland, le personnage de Kurt Russell, qui étant un ancien membre de la Shadow Company, décide d'aller à Merritt pour finir le travail. En gros, détruire les corps car il sait autre chose sur ses anciens compagnons de guerre. En effet, on est en pleine période de Noël et les membres de la Shadow Company sortent de leur tombe et se mettent à massacrer tout le monde. Snake Plissken se fightant avec des zombies, on va pas se le cacher, The Shadow Company donnait sacrément envie. John Carpenter, voulant appuyer son histoire par son habituel commentaire social, l'Amérique vivant encore très mal le spectre de la guerre du Vietnam, son propos aurait sonné comme une évidence pour le spectateur. Hélas, la réalité va vite nous rattraper, soucis de pré-production, problèmes de budget et d'ordre artistique. Walter Hill et Shane Black n'arrivant pas à se mettre d'accord avec John Carpenter sur la dimension globale de l'œuvre, ce dernier ne trouvant pas son compte dans une histoire qui ne lui ressemble pas, n'étant pour lui qu'un simple actionneur avec des zombies. Le projet vole en éclats, chacun partant de son côté, Shane Black scénarisant Le Dernier Samaritain et les suites de L'Arme Fatale. Walter Hill continuera à réaliser des films, tout comme John Carpenter, qui au moins retrouvera quelques années plus tard son pote Kurt Russell pour la suite de New York 1997, Los Angeles 2013. Après, le cinéaste n'a rien tourné depuis 2010 et n'exclut pas un jour de revenir derrière la caméra et pourquoi pas ressusciter le projet The Shadow Company. Sachant que la figure du zombie est toujours très populaire dans le paysage horrifique, seul l'avenir nous le dira. Numéro 2, Je suis une légende par Ridley Scott. Arnold Schwarzenegger étant le dernier homme sur Terre, durant les années 90, ça a failli se faire sous la houlette du réalisateur de Blade Runner. Au milieu des années 90, l'ex-Mister Univers reste un acteur bancable auprès des studios. Et alors qu'il est en train d'enfiler la tenue de Mr. Freeze pour le 4e volet des aventures de Batman, Warner a déjà en tête un autre projet d'où il pourrait tenir le rôle principal, le remake de Je suis une légende. Tiré du roman de Richard Matheson publié en 1954, Je suis une légende narre l'histoire de Robert Neville, le dernier survivant d'une épidémie qui a changé le reste de l'humanité en mort-vivant buveur de sang. Un récit horrifique teinté de science-fiction qui a déjà fait l'objet de 2 adaptations sur grand écran. La première, The Last Man on Earth en 1954, une coproduction italo-américaine avec Vincent Price, et The Omega Man ou Le Survivant en 1971 avec Charlton Heston. Et pour cette 3e version, après l'annonce d'Arnold Schwarzenegger dans le rôle-titre, c'est au tour de Ridley Scott d'être choisi pour le mettre en scène, ce dernier voulant profiter de ce projet pour se remettre en selle, commercialement parlant. Sachant qu'il n'a plus eu de gros succès depuis une bonne dizaine d'années, alors qu'en plus son nouveau film, à armes égales, se fait déchirer par la critique et le public. Cependant, le scénario de Mark Protosevich se révèle très satisfaisant pour Warner, mais pas assez pour Ridley Scott,
qui engage John Logan pour le réécrire, proposant une vision plus minimaliste avec peu de dialogue, mais là où dans la version de Protosevich, les créatures étaient quelque peu civilisées, elles deviennent dans la réécriture des monstres assoiffés de sang. Une vision sombre et nihiliste permettant au cinéaste de revenir à l'ambiance de son dernier et seul film d'horreur en date, Alien, tout en accentuant une esthétique post-apo avec un décor dévasté composé de véhicules militaires vides, ajouté à cela l'utilisation d'images de synthèse pour le design des créatures qui font de plus en plus grimper le budget. Et c'est bien ça le problème, l'inquiétude du studio sur l'approche choisie, car pour nous, fans de genre, un film de vampires, zombies, oui ça a toujours été un petit peu compliqué pour vraiment les différencier même dans le roman. Classé R, donc une violence graphique assez forte, par Ridley Scott avec Arnold Schwarzenegger, on achète direct, mais pas pour Warner qui annule le projet dès début 1998. Les raisons, il y en a plusieurs. Déjà, le budget qui se serait élevé à plus de 100 millions de dollars et vu le sujet horrifique mis en avant, pas sûr d'être rentable. D'autre part, la popularité de Arnold Schwarzenegger et Ridley Scott, l'un s'étant méchamment mangé la gueule avec Batman et Robin et l'autre était plus au top depuis quelques années. Clairement, les dirigeants de Warner avaient des doutes sur leur capacité à vendre un tel projet. Finalement, Je suis une légende arrivera sur les écrans 10 ans plus tard, réalisé par Francis Lawrence avec Will Smith, rapportant plus de 500 millions de dollars dans le monde. Giga succès. On parlerait qu'une quatrième adaptation serait dans les tuyaux depuis 2014, mais le projet n'a pas l'air d'avancer. Pour ce qui est de la première équipe, Mark Protosevich se refera une santé avec The Cell en 2000 et certains détails de son script seront conservés pour la version de 2007. Arnold Schwarzenegger commencera à délaisser le cinéma pour devenir gouverneur de Californie. Quant à Ridley Scott, il laissera tomber les zombies pour ressusciter un autre genre en perdition, le péplum avec Gladiator, film multi-récompensé, et se permettra de remettre au goût du jour une saga qu'il a lui-même initiée. Mais ça, c'est une autre histoire. Numéro 3, The Blob par Rob Zombie. Depuis ces deux Halloween, on peut pas dire que la carrière de Rob Zombie soit florissante ces derniers temps, devant se faire aider par des campagnes de financement participatif pour créer ses projets, qui en plus ne sortent même plus en salle, arrivant directement sur le marché vidéo dans un anonymat qu'on va dire poli pour rester gentil. Amateur de films d'horreur depuis toujours, le fondateur du groupe White Zombie, après le semi-échec de Halloween 2 en 2009, cherche un projet qui pourrait lui permettre de franchir un palier en bifurquant vers d'autres horizons cinématographiques. Et ça tombe bien puisque lui tombe sur la main un projet très intéressant sur le papier, le remake du film de 1958, Danger planétaire. Alors comme ça doit pas vous dire grand chose, mais si je vous dis l'autre nom du film, The Blob, là, ça doit faire tilt. Réalisé par Irvin Yeworth, cette série B est surtout connue pour être la première apparition au cinéma d'un certain Steve McQueen, narrant l'arrivée sur Terre du Blob, une créature cosmique gélatineuse qui dévore tout ce qui se trouve sur son chemin. Gros succès à sa sortie, le film aura droit à une suite sortie très tardivement en 1972, attention au Blob, mais également durant les années 80 à un premier remake mis en boîte par Chuck Russell qui sera un échec commercial malgré des effets spéciaux plutôt impressionnants pour l'époque. Dès l'annonce à sa participation au projet, Rob Zombie annonce direct la couleur en changeant l'origine du blob. Si dans le film original c'était une créature venue des confins de l'espace et dans le remake une arme biologique, Rob Zombie veut adopter une vision plus en accord avec ses délires visuels en montrant le blob non comme un tas de gelée, mais comme une conscience collective contrôlant une armée de zombies. Ça parle beaucoup de morts vivants dans cet épisode, hein. Comme à son habitude, le réalisateur de The Devil Reject annonçant un degré de violence et de gore assez prononcé pour un budget avoisinant les 30 millions de dollars. Franchement, c'est plutôt correct, car ce qui va faire capoter le projet, c'est pas vraiment le studio, mais c'est plutôt, et c'est assez étonnant venant de sa part, Rob Zombie lui-même. Non content de s'être pris le bec avec les producteurs sur sa revisite du classique de John Carpenter, Rob Zombie se rend compte qu'il ne veut pas être catalogué à un simple faiseur de remake, ajouter à cela les habituels différents créatifs. Le cinéaste délaissera quelque temps les plateaux de tournage pour se consacrer à sa première passion, la musique. Il reviendra à peine 3 ans plus tard pour un film plus personnel inspiré du procès des sorcières de Salem, The Lords of Salem. Et depuis, Rob Zombie n'a plus mentionné ce projet de remake puisqu'en 2015, Simon West est annoncé aux commandes sur le remake du Blob pour finalement retomber en bouillie en 2017. Blob, gélatine, bouillie, t'as compris? À croire que revoir un métamorphe géant bouffer des gens sur grand écran, c'est clairement pas pour tout de suite. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ces 3 projets. Et dites-moi également lequel vous aurez voulu voir sur grand écran. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.